Hello and welcome to our third webinar of the day. Bien, alors nous commençons le troisième webinaire de la journée. Donc nous avons les résultats et notamment les modifications à l'évaluation d'impact du fait de l'écho et du retour d'information, le feedback. CRL is located in the unsurrendered territory of the Algonquin and Anishinaabe people. As an organization, CNL Et donc le SINA se retrouve sur le territoire non cédé des Anishinaabe et il reconnaît également que les contributions des Premières Nations, des Métis, et qui pour ce qui est du renforcement de cette communauté. Donc, nous commençons avec l'exposé par nos experts en la matière et puis ensuite nous allons avoir des questions par écrit s'il vous plaît et ensuite vous pouvez les taper dans la colonne et vous bénéficiez de l'interprétation simultanée si vous voulez suivre en français. Vous avez une icône en forme de globe et vous pouvez entendre le français. Et donc, nous avons prévu cela pendant environ 1 heure. Et donc, j'imagine que le temps est à la neige et nous aurons un exposé d'une 30aine de minutes et ensuite nous serons prêts à répondre à vos questions. Et nous allons enregistrer cette séance parce que nous aimerions l'afficher sur notre page YouTube. Nous vous en informons donc. Et si vous avez des difficultés techniques, eh bien, donc vous pouvez créer Et maintenant, je vais présenter nos intervenants. Nous avons Michel, qui est responsable des approbations réglementaires et Power, spécialiste des analyses environnementales. Heidi. Bonjour tout le monde. Merci Mike de cette aimable présentation. Alors, nous poursuivons notre travail concernant l'étude environnementale de la perspective de la clôture du projet. Et nous avons reçu des informations de la part des parties prenantes, des organes réglementaires et des communautés autochtones. Et donc, nous avons adapté les changements en fonction de ces retours d'informations, de manière à renforcer la communauté tout en ayant des projets de fermeture renseignés, bien renseignés. Et donc cela remonte à 2018 et le but de ces webinaires a été à prioriser les intérêts des parties prenantes ainsi que les autochtones. Et puis, nous avions également des sites en Toronto ainsi qu'au Québec avec des réunions à différents endroits. Et ces activités de contact nous ont permis de recueillir les échos les plus importants de la part des autochtones, de la part des parties prenantes. Et nous continuons d'avoir une participation significative de ces groupes. Et nous avons reçu des centaines de questions à propos de la réglementation et nous y avons répondu. Et également, nous avons réexaminé notre évaluation d'impact environnemental à la lumière de ces observations. Et donc, nous aimerions maintenant vous donner une idée de l'étape d'application de ce projet de fermeture du NPD. Nous serons prêts à répondre aux questions à la fin de l'exposé. Avant de passer à une partie de ces échos, eh bien, voyons un peu quel est le calendrier. Vous avez à gauche les couleurs plutôt rouges qui sont plus voyantes
sont les commentaires que nous avons reçus, notamment aux alentours de la phase actuelle. Et donc, nous espérons faire le US d'ici juillet 2023. Nous avons pris en considération les retours d'informations reçus ainsi que les directives émises après les audiences. Et nous, donc, attendons de coopérer avec les représentants des autorités ou des communautés autochtones. Le processus réglementaire et ce qu'il en reste, ben, vous le connaissez. Donc, nous avons le CIS qui intervient, le CNSB et les représentants fédéraux, provinciaux et communautaires autochtones constituent une équipe d'examen et nous attendons leur réaction et nous essayons de répondre à ces commentaires avant de soumettre notre DIS final. Et ensuite, vous avez les couleurs plus calmes en vert qui sont vers la droite du diagramme. Et vous allez avoir donc la commission, l'audience de la commission, première partie. Ensuite, participation des autochtones. Et les dates sont encore à fixer. Et donc, il faut ensuite que le CNSC puisse accepter cela avant la mise en route. Passons maintenant à certains des sujets, des thèmes évoqués. Tout d'abord, nous avons l'inventaire, le bilan de la situation, l'inventaire. Donc, le public, les parties prenantes et les autochtones veulent avoir un complément d'information concernant le contenu radiologique de l'installation d'élimination du NPD. Donc, suite à notre projet de 2017, nous avons incorporé une modélisation avec différents éléments ou codes de modélisation pour veiller à ce que le bilan ou l'inventaire du réacteur soit pris en compte. Et puis, nous avons également une caractérisation de l'immeuble. Quant au réacteur, il contient la majeure partie des déchets ou des résidus radiologiques. Et puis, nous avons incorporé cela dans le bilan et le bilan enregistré que nous avons appliqué de manière à veiller à ce que nous avons rendu compte de l'ensemble des éléments de ce bilan. Et puis, il y a également la gestion des déchets de PCB qui seront éliminés avant la désactivation. Et par rapport à notre évaluation d'impact environnemental, eh bien, nous avons revu cela. Et je crois que l'une des choses les plus importantes qu'il faut étudier, c'est les matériaux qui constituent les déchets eux-mêmes. Et donc, afin que cette contamination puisse être éliminée, il faut tenir compte du facteur de corrosion. Et donc, on a fait une évaluation pour chacun des métaux pouvant contribuer à cette corrosion de manière à veiller à ce que les coefficients que nous utilisons dans notre évaluation à long terme sont des coefficients prudents. Ensuite, nous avons l'évaluation des composantes du projet. Quand je parle de composantes du projet, je voulais parler des différents matériaux de grattage utilisés et également les détails qui étaient incorporés dans l'US. Et nous avons ensuite passé en revue chacune des composantes. Et nous avons fait également
une conception détaillée pour la barrière qui devait avoir la taille voulue et même la bonne résistance sismique. Et également les matériaux identifiés, utilisés pour la production de ce matériau, pour les utiliser dans les activités de construction ou de désactivation. Ensuite, passons au grout et à la formule que nous allons utiliser. Et en général, le coulis de remplissage est un coulis de remplissage qui a été établi précisément à cette fin. Et il s'agit de ce coulis, et donc c'est un mélange donc de ciment et également du sable et également de l'eau. Et donc et ensuite, nous avons également l'activité hydraulique et nous avons également pour ce coulis le mélange et c'est utilisé sur la base de ce qui avait été retenu pour l'ancien centre de formation. Et puis, il y a un autre élément, c'est que nous avons élaboré un plan initial et donc nous avons voulu veiller à ce que la formule du coulis de remplissage et les propriétés qui avaient été précisées. Autre secteur pour lequel nous avons entendu des réactions, il faut que nous ayons également confiance dans les comportements du point de vue sécuritaire à long terme. Et prenons le cas d'éventuels tremblements de terre. Il faut pouvoir tenir cela en compte. Et dans le cadre de l'évaluation d'impact à long terme, eh bien, nous avons vu quelles étaient les perspectives d'évolution des différentes composantes et également la possibilité d'interaction d'êtres humains ou d'animaux. Et nous avons essayé d'envisager cela, notamment en cas de tremblement de terre ou également le fait que le coulis ou le béton même pourrait s'effriter et voir comment ces matériaux se comporteraient dans l'avenir, mais également des événements perturbateurs naturels comme les tremblements de terre, mais également des actions humaines, des gens qui se mettraient à creuser, à faire des excavations ou à pénétrer la nappe phréatique. Et dans le cadre de cette évaluation, eh bien, nous prenons que d'ici, nous avons maintenant, il y a des tremblements de terre qui se produisent à intervalles de 1000 ans et qui pourraient atteindre le sous-sol rocheux. Il pourrait également y avoir le genre de tremblement de terre qui se produit seulement une fois chaque 50 000 ans, qui pourrait causer une plus importante dégradation dans le béton et du coulis. Il faut étudier l'échelle temporelle. Une façon de le faire, c'est de penser à des analogues naturels, des choses qui ont été dans l'environnement réel pendant de longues périodes pour voir comment les matériaux contenant du fer, du plomb et d'autres éléments se comportent. La déclaration d'impact environnemental fait état de ces renseignements. Les données appuient les taux de corrosion, de dégradation. En fait, la prestation que nous modélisons dans notre évaluation de sécurité environnementale.
Nous avons également ajouté des récepteurs supplémentaires depuis la conclusion de la dernière évaluation, par exemple, un chasseur, un groupe autochtone et quelqu'un qui est dans un chalet et quelqu'un qui s'engage dans des activités de loisirs pour voir comment ils seraient affectés. La prochaine étape, nous avons entendu les préoccupations du grand public, des intervenants et des peuples autochtones qui estiment que notre projet n'est pas aligné avec les normes de déclassement de l'Agence internationale de l'énergie atomique. En fait, nous suivons les normes de sécurité de déclassement, mais nous sommes axés sur l'élimination de déchets parce que ce sera un site d'élimination de déchets. La norme de sécurité indique que l'élimination sur place n'est pas acceptable et devrait être considérée seulement sous certaines conditions. Nous sommes d'accord que toutes les installations nucléaires ne se prêtent pas à ce genre de dispositions et d'élimination à long terme. Mais ici, nous sommes sur un site qui est enfoncé jusqu'à 80 mètres dans la roche. L'installation a également une structure qui respecte les normes de sécurité de l'AIEA. Il est également important de noter que nous respectons les normes et les directives réglementaires canadiennes pour le déclassement de l'installation et la section 9.1 de la DIE décrit comment notre projet est aligné sur les directives internationales. Merci, Katie. Le prochain sujet sur lequel nous recevons des questions, c'est la caractérisation du site, sa géologie et hydrogéologie. Le grand public, les autochtones et les intervenants veulent que la qualité de la terre et de la nappe phréatique soit maintenue. Ils veulent savoir que LNC comprend la géologie du site. Nous avons donc inclus des études sur la qualité du sol, de la qualité de la nappe phréatique et des flux, et sur les flux de la nappe phréatique. Nous avons caractérisé le site et son eau ainsi que les propriétés hydrogéologiques. Cela comprend une description du site et de la géologie régionale, des renseignements sur la nappe phréatique, des renseignements sur les puits venant du ministère de l'Environnement et des Changements climatiques, ainsi que des données d'échantillonnage de l'eau récentes. À la phase 2 de l'évaluation environnementale du site, nous avons pu voir les résultats de ces échantillonnages. Nous avons également un programme de caractérisation géoscientifique qui est un document important d'appui. Il contient une meilleure description de la roche intacte et de la masse rocheuse sur le site. Il y a une mise à jour au rapport de géosynthèse qui comprend des données sur la paléosismologie et la néotectonique, les déformations de la croûte terrestre qui sont récentes sur une ligne temporelle géologique, ainsi que l'étude des sédiments géologiques dans la roche.
Prochaine diapositive. La protection de la rivière des Outaouais est extrêmement importante. LNC a entrepris une modélisation complète et détaillée pour montrer que la rivière est protégée. Nous avons reçu des questions et les gens ont exprimé des préoccupations. Nous avons donc inclus le KTCP dans notre énoncé d'impact. Nous continuons à mettre en place des systèmes de surveillance exhaustive. La modélisation montre également que l'inventaire radioactif sera contenu et isolé de l'environnement. Ceci comprend la modélisation détaillée après la fermeture pour voir comment la rivière des Outaouais pourrait être affectée. Les analyses scientifiques montrent que la fermeture du site du NPD n'aura pas d'effet sur le fleuve. Il y a également une évaluation sur les tremblements de terre. Nous continuons à avoir une stratégie d'atténuation pour continuer à nous assurer que la rivière soit protégée. Notre modélisation montre que l'inventaire radioactif sera contenu et restera isolé de l'environnement. L'inventaire radioactif restera confiné car la majorité de la radioactivité est incorporée dans les métaux des systèmes du réacteur qui mettent très longtemps à se corroder. Les parois souterraines en béton épaisse constituent des barrières qui ralentissent le mouvement des contaminants. Le coulis crée un environnement alcalin qui limite la solubilité de nombreux contaminants. L'élimination sur place isolera les systèmes du réacteur et la structure de l'installation en remplissant une grande partie de l'installation avec du coulis. Nous renforçons l'isolement naturel fourni par le substrat rocheux, assurant une protection contre les processus environnementaux tels que le changement climatique. Ceci indique donc que la protection de l'environnement va continuer. Nous allons maintenir la surveillance après la fermeture du site. Un aspect important du programme de suivi, c'est de nous assurer que les contaminants restent contenus. Prochaine diapositive. Les espèces à risque, la biodiversité et la protection des habitats. D'après ce que nous avons entendu, le public, les intervenants et les communautés autochtones s'intéressent à des renseignements sur la biodiversité sur le site. Nous continuons donc à entreprendre des études de biodiversité pour les oiseaux riverains. Nous avons également mis à jour la déclaration d'impact environnemental avec la dernière liste d'espèces à risque, par exemple le papillon monarque et maintenant une espèce à risque. Nous avons également ajouté des mesures d'atténuation pour les oiseaux migratoires. Nous avons consulté les experts dans des industries et domaines divers pour protéger la faune avec des meilleures pratiques, des mesures d'atténuation. Et nous allons également suivre l'incidence sur les groupes. La conception initiale du déclassement prévoyait la construction d'un habitat de remplacement et la démolition de la cheminée de ventilation existante afin de minimiser les risques pour les martinets ramoneurs
LNC a décidé de conserver la cheminée existante au lieu de la démolir et de la remplacer par un nouveau habitat. Cette décision a été prise avec l'aide d'un groupe d'experts composé d'universitaires, d'agences gouvernementales et d'organisations non gouvernementales. Les effets du projet seront donc minimes pendant que le martinet ramoneur est à l'extérieur. Leur perchoir actuel sera conservé. Les activités du projet se dérouleront pendant la journée lorsque les martinets ramoneurs sont à la recherche de nourriture. Nous allons entreprendre des activités en évitant les activités pendant la présence des papillons monarques. Nous prenons en compte les habitats et les effets de nos activités. Nous avons adapté nos évaluations de risque qui comprennent une description de nos méthodes. Nous continuons à prévoir, ou l'ECORA continue à prévoir qu'il n'y aura aucun effet indu sur le biote. Le prochain sujet thème porte sur les valeurs et connaissances autochtones. LNC reconnaît l'importance de bâtir des relations solides avec les communautés autochtones. Nous avons entendu que les communautés autochtones veulent s'assurer qu'ils avoir participé dans les processus et que leurs connaissances soient incorporées dans les évaluations. Nous avons donc continué nos efforts pour bâtir de bonnes relations, des relations solides avec les communautés autochtones en leur laissant le choix de méthodes d'engagement. LNC a appuyé des études sur les connaissances autochtones, guidées par les autochtones, et a incorporé ces connaissances dans ces méthodes. Par exemple, les utilisations traditionnelles ont été ajoutées à la déclaration d'impact environnemental. Nous avons fait des efforts importants pour bien intégrer les connaissances des communautés autochtones. Nous avons utilisé des composants de valeur basés sur la rétroaction. Par exemple, l'orignal et l'utilisation de certaines plantes ont été ajoutés à la DEBIE. Nous avons également ajouté la façon dont l'engagement a eu lieu avec les communautés autochtones. Nous avons ajouté un récepteur autochtone à l'évaluation de la santé humaine dans les documents de soutien et dans la déclaration d'impact environnemental. Ce récepteur utilise des indices qui s'alignent avec les communautés avant leur contact avec les nouveaux venus d'autres continents. Nous avons également invité des communautés autochtones à entreprendre leurs propres inventaires de biodiversité sur ces sites. Nous espérons donc donner aux communautés une certaine confiance dans nos méthodes et nos procédures. Et tout ceci permettra de confirmer les conclusions de l'énoncé d'impact environnemental. Et le CNL est en train de développer également un programme destiné aux autochtones pour le site NPD et pour répondre aux préoccupations que pourraient avoir ces communautés. Diapositive suivante.
Alors, le sujet suivant, c'est le suivi et la surveillance du suivi sur les sites du LNC. Et ceci est une partie importante du projet pour démontrer que l'installation fonctionne telle que prévu et donc ceci commence dès à présent, y compris pendant la phase de désactivation et les phases de contrôle de la désactivation. Et sur la base de l'information retour reçue, nous avons prévu 3 plans de surveillance, notamment pour les effluents et les nappes phréatiques, avec des échéances de 2019 et 2022, et nous continuons d'incorporer les commentaires écrits. Ces 3 documents sont considérés comme sous forme d'avant-projet jusqu'à ce que la décision soit prise concernant l'impact environnemental, et l'ENC donc essaye d'obtenir les réactions du public, des parties prenantes et des autochtones, et ceci en collaboration avec les communautés autochtones sur la base de leurs connaissances traditionnelles et l'évaluation des différentes composantes du projet. Notamment, on ajoute les sédiments, la surveillance de l'efficacité des mesures d'atténuation, la réduction du risque, entre autres, et également le suivi des nappes phréatiques et également des sources qui pourraient se présenter le long de ces pentes. Et la prise d'échantillons comprend les sédiments, les éléments benthiques et également l'habitat piscicole. Donc, on prévoit une période de désactivation qui prévoit la démolition et également une période de suivi avec les comptes et les prises en compte et les différents coefficients. Et le suivi et la surveillance vont se poursuivre également pendant le processus d'approbation. Donc, une fois le projet lancé, on continuera de voir si les résultats évoluent. Et puis, nous avons le suivi de la surveillance de suivi active se poursuivra avec un minimum de 100 ans. Et après le placement du coulis, avec des inspections et également la surveillance des nappes phréatiques pour ce qui pourrait déclencher des enquêtes plus approfondies. Et cette diapositive parle de l'énoncé de l'impact environnemental concernant des informations spécifiques lui-même. Donc, cela porte sur également d'autres documents de soutien. Cette liste donne donc les différents thèmes que nous avons évoqués lors de notre exposé. Et vous pouvez trouver également des détails concernant chacune de ces rubriques. Voilà qui termine l'exposé sous forme de diapositive. Je donne la parole à Mike pour les questions que vous pourriez vouloir poser. Merci beaucoup, Katie et Franny, pour cet excellent exposé avec beaucoup d'informations en peu de temps. Et à présent, nous allons passer aux questions. Il y a donc quelques questions. Nous commençons sans plus tarder. Vous dites que vous attendiez à des commentaires supplémentaires également, un nouvel projet en juillet 2023. Pensez-vous qu'il y aura des réactions, notamment de la part du public sous forme de commentaires? Oui, je voudrais essayer de répondre. L'avant-projet révisé que nous allons soumettre en juillet 2023 au CNSC, une fois que cet avant-projet sera accepté par le CNSC, nous allons l'afficher et le rendre disponible au public. Et
Donc, il va y avoir le processus réglementaire, mais également un lien avec l'énoncé sous sa forme. Et donc, ça, on pourra l'envoyer à lnc.ca. Et ensuite, il y aura également une autre période formalisée de commentaires à l'étape des interventions qui commencent avant l'audience de la deuxième partie. Merci. Question suivante. Quelle est la source locale pour le dernier slide? La question est posée à Graham pour les dernières scories. Oui. Alors, pour le moment, nous n'avons pas véritablement sélectionné un fournisseur à l'échelon local. Voilà. Mais la majorité de ces provenances de scories sont les résidus du travail des aciéries. Et cela se produit précisément en Ontario, mais je n'ai pas d'autres précisions et je le regrette. Merci. Merci beaucoup, l'homme invisible. Question suivante. Pourriez-vous donner les caractéristiques qui appuient les installations d'élimination in situ? Il y a un grand nombre de spécifications associées à ce genre d'installation et il y a également des barrières d'endiguement qui sont associées à ces installations d'élimination. Nous arrivons à une lente saturation des installations. Et donc, il s'agit de faire un certain nombre de travaux d'égalisation pour éviter la corrosion et de l'image aussi pour éviter la corrosion et le faire avant qu'il y ait détérioration. Et nous avons également des installations qui se trouvent, elles, souterraines et donc en deçà du niveau du sol. Et donc, il y a une faible perméabilité parce que nous avons un sous-sol extrêmement rocheux et les eaux auraient des difficultés à remonter à la surface pour contaminer les nappes. Et par ailleurs, les contaminations se font en profondeur. Et il y a également des structures qui sont bâties en béton précontraint ou béton renforcé de manière à éviter les écoulements ou que les ingrédients soient rejetés. Et nous avons un certain nombre de caractéristiques, par exemple les contenants qui sont faits dans cet acier particulier. Et nous continuons de faire une surveillance des sites. Et donc, cela permet de faire un contrôle des déchets. Voilà, ce sont les différentes choses qui sont mises en place à cet effet. Voilà, Mike. Merci, Graham. Nous allons passer à la question suivante.
J'ai cru comprendre que LNC voulait avoir à Chalk River des installations à l'extérieur du portail, mais que l'idée a été retirée. Oui, merci de votre question. Je ne crois pas que nous ayons jamais présenté une requête ou une demande de permis pour la construction de cette installation pour des produits en vrac. Et donc, je crois que cela provoque des difficultés et évidemment, cela intensifie le trafic de camions sur l'autoroute ou sur la route. Donc, le dernier événement, c'était d'essayer de préciser où nous voudrions faire installer ce petite installation. Ensuite, et en 1988, où est-ce que l'on a transporté le combustible pour élimination? Merci, c'est une excellente question, mais les activités de désactivation ont commencé dans les années 80. C'est là que l'on a fermé le réacteur. Et donc, tout d'abord, on a transporté le combustible au site de Chalk River. Et donc, c'est là qu'il fait partie maintenant d'un site d'entreposage surveillé à Chalk River. Et une deuxième cargaison aussi. Et donc, il y a eu une troisième expédition, mais qui, elle, ne comprenait pas les éléments radioactifs, mais plutôt des éléments de turbine. Merci. Passons à la question suivante. En quoi consistent les efforts d'atténuation en vue de protéger la rivière des Outaouais? Oui, Graham a parlé des différentes barrières que nous avons mises en place pour essayer d'endiguer et isoler les déchets qui donnent lieu à des infiltrations lentes ou le coulis lui-même qui peut donner lieu à une corrosion, le fait que les contaminants sont eux-mêmes enfermés dans des éléments qui sont sujets à corrosion. Et puis, cela dépend aussi de l'étape de désactivation pour veiller à ce que nous ayons des couvertures pour protéger des émanations provenant de ces combustibles ou peut-être aussi d'un lessivage ou encore d'intempéries violentes. Et donc, ces liquides sont normalement traités en fonction des procédures de protection environnementale habituelles et l'on prévoit un trajet adéquat et avec également la prise en compte de la végétation pour la protection lorsque c'est possible et les différents plans d'eau ou réserves d'eau pour veiller à ce que l'eau provenant des égouts n'est pas en interaction avec les matériaux que nous avons sur le site. Et donc, l'énoncé d'impact environnemental a des mesures d'atténuation, toute une série de mesures d'atténuation qui sont proposées de manière à protéger le contexte aquatique, en l'occurrence la rivière des Outaouais. La prochaine question. Vous allez surveiller toutes les sources d'eau qui se produisent sur le site. Qu'est-ce qui pourrait causer la génération de sources? En ce moment, il y a un système de drainage de tuiles aux alentours
du monticule, en effet, c'est de baisser la nappe phréatique aux alentours. Le système, avec le temps, va se dégrader. La nappe phréatique va monter un peu. L'installation sera une fois encore saturée. Nous savons qu'avant le site NPD, il y avait des sources d'eau sur ce site entre l'installation et la rivière des Outaouais. Donc, nous savons qu'avec le temps, quand la nappe phréatique revient à un état plus naturel, sans la diversion qui est là à l'heure actuelle, les sources d'eau pourraient réapparaître sur la pente entre l'installation et la rivière des Outaouais. Merci, Mike. Je peux répondre à une prochaine question. Si la Commission canadienne de la sûreté nucléaire approuve le projet, quand est-ce que la construction pourrait commencer? Nous n'avons pas trop parlé du calendrier. Une fois que LNC aura soumis sa dernière ou sa déclaration d'impact environnemental final, si la version finale de la DIE est acceptée en été de 2024, les audiences auraient lieu en 2025 et LNC pourrait recevoir l'approbation de commencer le démantèlement en début de 2026. Et c'est là que les travaux de démantèlement commenceraient. Les travaux physiques devraient durer 1 an et demi à 2 ans et le démantèlement sera conclu en 2028. Bien sûr, ceci va dépendre de la réussite de LNC au cours du processus réglementaire. Merci, Katie. Est-ce que Énergie atomique Canada est prêt à maintenir sa collaboration et sa participation? Je ne peux pas parler pour eux. Nous pouvons leur demander une réponse écrite à cette question. Voulez-vous ajouter quelque chose? Oui, certainement. Énergie atomique Canada s'est déjà engagé à maintenir des contrôles institutionnels, ce qui serait pour 100 ans. Mais ça pourrait être impossible. Nous ne pouvons pas parler pour eux, mais nous pouvons demander une réponse officielle de l'agence. Comme le terrain leur appartient et les installations aussi, la responsabilité finale est à eux. Si vous n'êtes pas de la région ou entendez ces discussions pour la première fois, nous sommes les laboratoires nucléaires canadiens et nous avons parlé d'énergie atomique Canada Limitée. Nous allons revenir avec une réponse à la question sur les isotopes. Et s'il y a d'autres questions que nous n'avons pas eu le temps de lire, nous allons vous revenir avec des réponses écrites. Nous sommes, je pense, être à la fin de nos questions. Non, il y en a une encore. Allons-y, il nous reste 10 minutes. Donc, prenons une autre question. Une dernière. Dans quelle mesure est-ce que vous avez pu avancer dans le processus réglementaire par rapport à Whiteshell? Merci. Pour ceux qui suivent les deux projets, LNC propose également de démanteler le
réacteur de WR1 à Whiteshell. Pendant un certain temps, l'installation NPD a été plus avancée dans le processus réglementaire, mais juste avant les fêtes WR1 ont soumis leur projet de proposition qui a été accepté. Donc, ils sont maintenant pendant la période d'examen par les différentes équipes, les équipes réglementaires, les équipes des communautés autochtones. L'équipe NPD va soumettre son projet de DIE révisé bientôt. Si la Commission canadienne de sûreté nucléaire l'accepte, nous pourrons passer à l'étape d'examen fédéral, provincial, autochtone. Donc, je dirais que WR1 a une avance d'à peu près 6 mois. Merci. Merci, Katie. Donc, voilà, une dernière question. La réponse sur les radioisotopes sera envoyée à tout le monde. D'ailleurs, quand nous répondons à des questions comme ça, nous envoyons la réponse à tous les participants. Donc, ceci met fin à notre webinaire d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci, Katie. Merci, Courtney. Merci à toutes nos équipes qui ont travaillé dans les coulisses. Une fois que nous aurons les enregistrements, nous allons afficher l'anglais et le français sur YouTube. Si vous aimeriez avoir une copie de la présentation, envoyez-nous un courriel à ermstakeholder@cnl.ca. Merci à tous qui ont offert des services d'interprétation. Si vous êtes à Brantford County, restez bien en sécurité, prenez bien soin de vous parce qu'il fait très mauvais dehors.